Bonjour, bienvenue dans cette capsule d'économie qui porte sur le commerce international, qui est une première partie en fait de deux qui porte sur le protectionnisme. Alors les objectifs de la rencontre sont les suivants. D'abord, identifier les arguments qui justifieraient le protectionnisme, reconnaître les effets négatifs du protectionnisme, donc en quelque sorte la contrepartie des arguments, et finalement, identifier les moyens, les formes de protectionnisme et leurs divers effets. Alors, voilà les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va définir ensemble donc le protectionnisme. Qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est un ensemble de mesures qui sont destinées à limiter l'entrée de produits extérieurs ou étrangers, si vous préférez, sur le territoire national. Donc, en fait, ce sont des restrictions au commerce international, à l'ouverture du commerce d'échange avec des partenaires étrangers. Alors, avant de justifier ces différentes mesures, on va vous les présenter. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder les moyens qui sont utilisés par les nations pour appliquer le protectionnisme en quelque sorte. On verra également en ce sens leur justification et leurs effets, donc dans un premier temps. Alors, le moyen le plus usuel, le plus commun, est quand même aux effets assez significatifs, ce sont les tarifs douaniers, les barrières tarifaires. En fait, c'est une taxe imposée sur les produits importés, donc les produits qui arrivent d'ailleurs. Donc, on peut nommer également cette barrière de taxe douanière. En fait, alors, comme vous le voyez à l'arrière-plan, on a une économie qui serait d'abord, identifiée par le point E, donc ce qu'on pourrait appeler une économie en autarcie ou une économie fermée, où il y aurait uniquement une production locale et la consommation de la part de la population. Alors, on constate que le prix au point E serait relativement élevé, donc tout près de 5 $, un peu moins de 5 $, et la quantité consommée, la quantité également produite, ce qu'on appelle la quantité d'équilibre, oscillerait autour de 6 millions d'unités, par exemple. Okay? Donc, c'est la situation de départ qu'on pourrait considérer comme étant une économie fermée, donc l'équilibre à l'échelle nationale. Donc, enfin, avec l'ouverture au commerce international, avec le libre-échange, il se produira un effet quand même significatif. Alors, c'est ce qu'on voit au point B et A, par exemple. Alors, c'est-à-dire que les prix auraient tendance à prendre un niveau qui serait le même à l'échelle planétaire. Donc, on parle en ce sens de prix mondial. Donc, puisque si le prix est plus faible à un certain endroit de la planète, évidemment, tous les pays de la planète deviendront, tôt ou tard, son partenaires commerciaux pour obtenir ce bien ou ce service. Donc, généralement, il y a une pression à ce qu'on obtienne ultimement un prix mondial. Alors, c'est ce qu'on voit ici, qui pourrait être identifié par un prix de 3 $, donc dans les conditions actuelles. Alors, ce qui se passe ici, alors on voit que le prix baisse, évidemment, avec le commerce international. Donc, la quantité consommée de la part de la population augmente significativement. On aurait ici 10 millions d'unités, par exemple. Okay? Toutefois, la production locale, donc la production des entreprises nationales, diminuerait. Donc, dans ce cas-ci, on se retrouverait au point B, puisqu'avec un prix nettement plus faible, certains producteurs locaux ne sont pas en mesure de demeurer compétitifs, donc vont disparaître du marché. Donc, seuls les plus performants, ceux avec des coûts de production plus faibles à l'échelle nationale, réussiraient à s'immiscer tout de même à l'intérieur de ce marché, donc seraient en mesure de produire tout de même des biens et des services. Dans ce cas-ci, il est question de gilets. Alors, on aurait 2 millions d'unités produites à l'échelle locale, alors que sur les 10 millions, bien, on comprendra qu'il y aurait 8 millions de gilets, donc 8 millions de produits qui seraient importés. Dans ce contexte, l'État pourrait prendre la décision donc d'imposer une taxe douanière, donc c'est-à-dire une taxe sur les 8 millions de produits importés pour protéger les entreprises locales qui ont de la difficulté à concurrencer les producteurs étrangers. Alors, c'est le troisième scénario, en fait.
Donc, on voit à l'arrière-plan. Alors, c'est le passage, si on veut, du prix qui serait de 3 à un prix supérieur maintenant à 4 Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler l'offre maintenant avec le tarif. Donc, on comprend ici que les producteurs étrangers qui étaient au point A précédemment, alors se retrouvent au point C. Donc, on voit que la quantité importée a diminué de 2 millions d'unités et on peut penser évidemment que ces 2 millions d'unités en moins produites par des producteurs extérieurs sera évidemment compensée par une production de nos propres producteurs locaux. C'est ce qu'on voit par ailleurs. On voit que la production locale passe du point B au point D dû à la hausse des prix. Donc, certains producteurs sont maintenant en mesure d'atteindre le seuil de rentabilité avec un prix supérieur, certains producteurs locaux, dis-je bien. Alors, et c'est ce qu'on voit. Donc, toutefois, l'effet final, hein, donc, si on voulait parler en termes de résultats globaux, alors, on comprend que si si la protection visait à aider les entreprises locales visées dans cette industrie, donc les producteurs de gilets locaux, alors, bien, la hausse du prix sur les produits importés augmente le prix des produits importés par rapport aux prix locaux. Alors évidemment, ici, il y a une baisse de compétitivité, donc de la part des entreprises étrangères, ce qui facilite l'achat locaux, l'achat auprès d'entreprises locales, dis-je bien. Toutefois, je vous rappellerai que la consommation de la part de l'ensemble de la population qui était auparavant en commerce libre de toute barrière tarifaire, donc se situait à 10 millions d'unités, alors qu'avec maintenant les tarifs, donc la taxe douanière, la consommation locale se chiffre à 8 millions d'unités. Donc, il y a une baisse du niveau de consommation de la population locale. Alors, c'est un choix de société. Alors, on s'entend, c'est un choix gouvernemental, donc qui permet toutefois donc d'aider, il va sans dire, les producteurs à l'échelle locale. Donc, et si, par ailleurs, on voulait également compléter leur portrait des effets d'une taxe douanière, alors évidemment, chaque produit étranger est frappé d'un tarif, donc que va s'approprier l'État, et généralement, cette entrée fiscale-là devrait servir à aider à la restructuration de notre industrie qui est en difficulté, puisque, de toute évidence, notre industrie est appelée à relever de nouveaux défis puisqu'il y a une concurrence étrangère qui semble être plus productive, plus efficace que la nôtre. Alors, cette nouvelle entrée fiscale qu'obtient le gouvernement devrait permettre de restructurer l'industrie et les entreprises qui en font partie, donc les entreprises en difficulté. Alors, voilà pour la taxe douanière. Autre forme de protectionnisme utilisée fréquemment par les producteurs, par certaines nations, on parle de quotas. Okay? Donc, on va reprendre sensiblement notre même modèle, okay? Donc, qui présente encore une fois 3 scénarios différents. Un scénario en concurrence internationale, donc vraiment en libre-échange, donc où on aurait un prix mondial, somme toute, ici à l'intérieur du pays comme partout ailleurs sur la planète, donc un prix plus faible, c'est ce qu'on voit, avec une certaine quantité produite à l'échelle locale, sensiblement comme on voyait précédemment, 2 millions d'unités produites par les producteurs locaux, alors que la consommation globale est de 10 millions d'unités de la part des citoyens du pays en question. Alors, 8 millions d'unités seraient importées. C'est le scénario en contexte de libre-échange. Alors, pour certaines raisons, donc, certaines nations décideront de protéger les entreprises locales. Alors ici, à l'aide d'un quota, donc un quota qui est une quantité très précise imposée sur les produits étrangers. Donc ici, on détermine à l'avance quel est le contingent limite qu'on est prêt à laisser entrer à l'intérieur de notre frontière. Alors dans ce cas-ci, un quota donc proposé pourrait être de 4 millions d'unités. Alors, on se retrouverait sensiblement avec un prix plus élevé, évidemment, que le prix en libre-échange, toutefois plus faible qu'avec le prix du marché qu'on voyait dans la situation A précédemment. Donc, le prix plus élevé qu'en termes de libre-échange, mais plus faible qu'en termes d'économie domestique ou en termes d'économie
en autarcie. Alors, c'est ce qu'on voit. Donc, un équilibre qui se situerait finalement au point B, donc avec quota. En fait, la courbe d'offre incluant le quota est ni plus ni moins que la courbe d'offre nationale auquel on ajoute pour chaque prix, donc la quantité, le quota lui-même, en fait. Alors, on se retrouvera au point B avec un prix inférieur au prix national, toutefois supérieur au prix mondial, avec une plus grande production nationale et évidemment une plus faible consommation nationale. Somme toute, les résultats sont les mêmes que dans le cas d'un tarif, donc un prix qui augmente pour les consommateurs et une quantité consommée, quantité demandée plus faible à l'échelle nationale et une plus grande production de la part de nos entreprises locales. Alors, l'avantage que procure le quota, c'est bien de fixer la quantité à un niveau très, très, très précis en ce qui concerne la quantité de produits importés. Alors ici, évidemment, on peut dire que l'objectif est de favoriser les entreprises sectorielles visées donc par les mesures protectionnistes. Toutefois, l'effet négatif ou l'effet pervers, c'est évidemment une hausse des prix, donc une baisse de la consommation de la part de la population. D'autres barrières non tarifaires également sont appliquées donc dans différents contextes au sein des différentes nations. Alors, c'est quand on parle de subventions particulièrement, alors c'est une aide financière, donc ponctuelle parfois, de la part de l'État à l'égard de certaines industries. Donc, qui peut prendre la forme d'une aide financière généralement. Alors, je vous propose ici un exemple donc, qui pourrait être réellement d'actualité. Alors, un peu sous la même forme que la production agricole, donc la production ou la capture de produits marins comme le homard, par exemple, sont un modèle qui peut ressembler à ce qui se produit dans l'industrie agricole. Alors, imaginons ici, donc, d'abord, un prix du marché à 7 $, donc avec une certaine quantité produite de la part de nos producteurs locaux, donc avec une aide financière donc fournie par l'État. Donc, les producteurs locaux, les pêcheurs de homards, pour eux, ça signifie ni plus ni moins une bonification à leur prix ou inversement, ce qui est sensiblement le même effet, une diminution de leurs coûts, donc épongée en quelque sorte par le financement de l'État. Alors, ça rend nos entreprises locales plus concurrentielles à l'échelle locale et de plus à l'échelle internationale. Donc, c'est une hausse de la compétitivité de la part de nos entreprises locales. Ça va évidemment bonifier leurs ventes, donc ce qui était visiblement l'objectif de départ. Donc, alors toutefois, force est de constater que c'est en quelque sorte une forme de concurrence déloyale puisque le gain ou la compétitivité qu'acquiert notre industrie locale est le fruit essentiellement d'une subvention gouvernementale. Alors, on doit admettre, et on verra dans quelques minutes, que ces mesures sont parfois illicites, en quelque sorte, donc contraires aux règles du commerce international. Alors, d'autres mesures également non tarifaires sont appliquées parfois de la part de certains pays, donc des normes de qualité, donc pour contrôler la qualité de certains produits. Donc, il y a des nations qui appliquent des normes plus sévères que des pays étrangers. Alors, pour s'assurer qu'il y ait des standards de qualité, alors on applique des politiques de normes de qualité. Également, l'achat local, donc qui est proposé parfois par des gouvernements, donc et même par des groupes de pression. Alors, l'achat local, évidemment, notamment auprès du gouvernement et même auprès de la population, c'est en quelque sorte des mesures protectionnistes. Hein, donc, alors voilà, donc qui visent à favoriser l'achat de produits qui ont été fabriqués par nos producteurs locaux. Maintenant qu'on a vu les effets, si on veut, des principales mesures protectionnistes, alors on va justifier ces mesures, en quelque sorte. Donc, comment peut-on justifier des mesures protectionnistes, donc considérant, nonobstant les effets qu'on vient de voir ensemble? Alors, évidemment,
Il y a l'aspect, je pense que c'est l'essence même des mesures protectionnistes, donc c'est la protection de nos entreprises sectorielles, hein, donc ceux qui font face à ce défi-là de la concurrence étrangère. Donc, protection. J'ajouterais ceci toutefois temporaire. OK? Donc, pour quelle raison temporaire? On doit faire face à la concurrence à moyen ou à court terme, donc évidemment pour des raisons d'équité. Alors, on ne peut pas espérer maintenir une industrie, des entreprises au sein d'une industrie en quelque sorte artificiellement compétitive face à la concurrence internationale. Donc, les mesures de protection doivent être temporaires de manière à restructurer nos industries en difficulté, les entreprises qui gravitent dans ces industries touchées. Alors, également, en ce sens, les emplois, hein, donc, qui sont rattachés, donc, mais encore une fois, protection temporaire, donc, de ces emplois-là, vraiment sectoriels au sein de cette industrie. Donc, on pense à la guerre que se livrent les États-Unis, le Canada, le Mexique sur la production de certains produits, donc notamment la production agricole canadienne qui est visée qui est duquel on applique plusieurs mesures protectionnistes, de part et d'autre, par ailleurs. Donc, alors voilà, ça se justifie, mais de manière temporaire, évidemment. Alors, si on peine à devenir compétitif face à la concurrence internationale de manière permanente, malheureusement, ça peut vouloir signifier que c'est une industrie pour laquelle on est relativement inefficace. Donc, et considérant le coût d'option qui est toujours présent, alors, dans certains contextes, force est de constater qu'il pourrait être préférable de réorienter l'industrie à court, moyen terme. Donc, également en ce sens, protéger des industries nouvelles, donc des nouveaux types de production, de nouvelles productions. Alors, évidemment, il y a des périodes, hein, il y a une période de démarrage, donc desquelles parfois des industries, donc des entreprises au sein d'industries auront de la difficulté, donc par un passage d'essai-erreur, ce qui est tout à fait normal et naturel. Alors, dans ces conditions, les règles du commerce international, évidemment, tolèrent donc des mesures d'aide, des mesures protectionnistes temporairement, il va sans dire, pour aider les entreprises naissantes. Donc, pour atteindre finalement le développement et la maturité. Donc, vous ne serez pas étonné ici notamment que des subventions sont bien présentes dans le domaine de la recherche biomédicale ou pharmaceutique. Alors ici, évidemment, il est toujours question de développer de nouveaux produits pour répondre davantage aux besoins de la population et généralement, les subventions sont acceptées et tout à fait légales dans ce contexte, donc de recherche de nouveaux produits, de nouvelles industries. Également en ce sens, pour diversifier l'activité économique d'une nation, donc diversifier en termes de production, donc miser sur une plus grande diversité de produits et de services, diversifier également les partenaires étrangers. Alors donc, évidemment, un gouvernement responsable vise à diversifier son économie. D'autres facteurs un peu moins économiques, je dirais, donc l'aspect culturel. Donc, on peut penser ici notamment aux États-Unis d'Amérique, on connaît bien, alors pour leur caractère, si on veut, nationaliste, disons-le ainsi, donc patriotique. Alors, on peut ici, on connaît la fierté des Américains envers leur armée notamment. Alors, évidemment, ici, pour des raisons patriotiques, on va s'assurer d'être indépendant, disons-le ainsi, au niveau des fournitures qui entrent dans la fabrication de l'armement, par exemple. Alors, évidemment, on sera très protectionniste à l'égard de l'acier, par exemple, et de nos producteurs nationaux, notamment de la Pennsylvanie. Au Québec, par notre fait culturel, notre patrimoine culturel, donc minorité francophone au sein de l'Amérique du Nord. Alors, évidemment, on n'est pas étonné de constater que l'État, le gouvernement, applique des mesures protectionnistes à l'égard de la culture. Donc, ici, on comprendra qu'il est question de facteurs plutôt culturels qu'économiques, là, en ce sens.
Finalement, alors, on en a malheureusement au fil des années. Donc, l'histoire nous apprend que les mesures protectionnistes vont mener à des mesures protectionnistes de la part de nos partenaires commerciaux. Alors, et dans ce contexte, il va sans dire qu'on va se retrouver rapidement dans des situations où tout le monde va y perdre finalement. Donc, d'où le danger de représailles, évidemment, donc en termes de mesures protectionnistes, puisque de toute évidence, il y aura réaction de la part de nos partenaires commerciaux extérieurs, ce qui risque de nuire à nos propres exportations. Donc, alors évidemment, c'est pas le contexte souhaité, c'est pas souhaitable, évidemment, en termes d'économie locale, d'économie internationale. Alors, c'est le genre de mesures, si on veut, qui peuvent ultimement mener à une baisse de l'activité économique nationale et internationale. Alors, ça doit être utilisé avec parcimonie pour maintenir, si on veut, des relations saines avec nos partenaires étrangers. Et par ailleurs, donc, comme cette chronique était la première partie d'une deuxième, alors cette présentation serait incomplète sans la partie qui suivra, c'est-à-dire où on traitera à ce moment-là de libre-échange. Merci, à bientôt.